L'argent qui a conquis l'Europe ne venait pas de France. Cette phrase devrait vous déranger, parce qu'elle remet en question tout ce qu'on vous a raconté sur Napoléon, l'empereur, le génie militaire, le conquérant sorti de nulle part, sauf que personne ne sort de nulle part, et surtout pas avec une armée de 600 000 hommes. En 1805, la Grande Armée coûte 240 millions de francs par an, juste pour l'entretien, sans compter les campagnes, les équipements, les chevaux, la logistique. La France de l'époque? Ruinée, vidée par la Révolution. Son trésor public est à sec depuis 1789. Alors, d'où vient l'argent? On vous a dit les conquêtes, le pillage, les contributions de guerre. C'est vrai, mais c'est incomplet, parce qu'avant de piller, il faut conquérir. Et pour conquérir, il faut financer la première armée, celle qui n'a encore rien gagné. C'est là que ça devient trouble. 1704, 20-19. Bonaparte rentre d'Égypte. Coup d'État du 10 à 8 Brumaire. Il prend le pouvoir. Problème immédiat. La France est au bord de la banqueroute. Les caisses sont vides. L'armée menace de se mutiner. Les fournisseurs ne veulent plus livrer. Et pourtant, en quelques semaines, tout change. Les salaires sont payés. Les uniformes arrivent. Les canons sont fondus. L'armée grossit. Qu'est-ce qui s'est passé entre novembre 1000, 704-20-19 et mai 1800? Un nom revient sans cesse dans les archives financières, Gabriel Julien Ouvrard. Vous ne le connaissez pas, normal. On ne l'enseigne pas. Ouvrard est ce qu'on appellerait aujourd'hui un spéculateur international, un financier sans frontières. Il contrôle des réseaux bancaires à Paris, Amsterdam, Londres, Hambourg. Il prête à tout le monde, y compris aux ennemis de la France. En 1800, il avance 60 millions de francs à Bonaparte, en liquide. Aucune garantie officielle, juste une promesse, les contrats de fourniture aux armées, le monopole du ravitaillement, l'accès direct au trésor public une fois la victoire acquise. Mais Ouvrard n'est pas seul. Derrière lui, il y a la banque Hope Co., basée à Amsterdam, une institution néerlandaise, officiellement neutre, sauf que Hope finance aussi la marine britannique. Vous avez bien lu. Le même réseau financier prête à Napoléon ET à ses ennemis. Pourquoi? Parce que la guerre est le meilleur placement qui existe. Quel que soit le vainqueur, les dettes seront payées, les contrats honorés, les intérêts réclamés. La finance n'a pas de drapeau, elle a des bilans, et ça continue. 1803. Vente de la Louisiane aux États-Unis pour 80 millions de francs. Officiellement, cet argent finance la guerre contre l'Angleterre. Sauf que l'argent ne passe jamais par le trésor français. Il est versé directement aux banques Barings Brothers à Londres et Hope Co. à Amsterdam. Vous voyez le problème? Napoléon vend un territoire français pour financer une guerre contre l'Angleterre. Mais l'argent est géré par des banques anglaises et néerlandaises, qui empochent au passage 6 millions de commissions, et qui prêtent ensuite cet argent à l'Angleterre pour qu'elle construise sa propre flotte. C'est le même capital qui finance les deux camps. 1805. Austerlitz. Victoire écrasante. On célèbre le génie stratégique. Mais regardez les chiffres. Après la bataille, Napoléon impose 100 millions de francs de contribution à l'Autriche. Cet argent part directement dans les caisses des créanciers. Ouvrard, Hope, Barings. La France ne touche que des miettes. La guerre ne sert pas à enrichir la France. Elle sert à rembourser ceux qui l'ont financée. Et plus Napoléon avance, plus il s'endette. 1806. Blocus continental. Officiellement, c'est pour étrangler l'économie britannique. En réalité, ça coupe la France de ses propres routes commerciales. Les ports français meurent. Les négociants font faillite. Mais les financiers internationaux, eux, prospèrent. Parce qu'ils contrôlent les réseaux de contrebande. Ouvrard fait fortune en vendant des marchandises anglaises à la France. Officiellement interdit, officieusement toléré. Parce que sans ces marchandises, l'armée française ne peut plus s'équiper. Vous commencez à voir? L'empereur n'est pas libre. Il est lié par ses dettes, par ses fournisseurs, par ceux qui ont financé son ascension.
1808. Guerre d'Espagne. Désastre. 300 000 hommes engloutis. Des milliards dépensés. La campagne la plus coûteuse de l'Empire. Pourquoi Napoléon s'obstine-t-il? Parce qu'il doit des garanties territoriales à ses créanciers. L'Espagne n'est pas une conquête. C'est un collatéral. Et quand il perd, ce sont eux qui encaissent la perte, pas lui. 1812. Campagne de Russie. 600 000 hommes. Le plus grand désastre militaire de l'histoire européenne. Officiellement, c'est de l'orgueil, de la folie des grandeurs. Mais creusez, les banques exigent de nouvelles victoires, de nouveaux butins, de nouvelles contributions. Parce que sans ça, le système s'effondre. Napoléon ne peut pas s'arrêter. Il doit avancer. Toujours plus loin, toujours plus cher. La guerre n'est plus un moyen. C'est une obligation contractuelle. Alors qui gagne vraiment dans cette histoire? Pas la France. Elle perd 2 millions d'hommes en 15 ans. Elle sort ruinée de l'Empire. Ses frontières sont réduites, son influence brisée. Pas Napoléon. Il finit exilé sur une île, isolé, surveillé, dépossédé. Mais les banques, Hope, Co. continue ses activités jusqu'en 1920. Barings Brothers survit jusqu'en 1995. Ouvrard meurt, riche, entouré, influent. Leurs héritiers bâtissent des dynasties financières qui dominent encore le XIXe siècle. Si ce type d'analyse documentée et sans simplification vous intéresse, abonnez-vous maintenant. Ici, on ne raconte pas l'histoire, on la démonte. Parce que cette logique n'a jamais disparu. Elle s'est juste modernisée. Aujourd'hui, on ne finance plus des empereurs. On finance des États, des coalitions, des interventions. Mais la mécanique reste identique. Prêter aux deux camps, récupérer les garanties, transformer la guerre en actif financier. Regardez les guerres récentes. Irak, Afghanistan, Libye, Syrie. À chaque fois, avant l'intervention militaire, il y a des prêts, des contrats, des restructurations de dettes. À chaque fois, les mêmes institutions financières internationales sont impliquées. Vous pensez que c'est un hasard? En 2003, avant même l'invasion de l'Irak, des fonds d'investissement américains négocient déjà des contrats pétroliers avec l'opposition irakienne en exil. Avant la guerre, avant la victoire, comme si le résultat était déjà acquis, exactement comme en 1800. Napoléon croyait conquérir l'Europe. En réalité, il ouvrait des marchés, il éliminait des barrières commerciales, il restructurait des dettes souveraines, il agissait comme un bras armé du capital international. Sans le savoir? Peut-être, mais est-ce que ça change quelque chose? Les guerres napoléoniennes ont redessiné l'Europe. Mais pas selon la volonté de Napoléon, selon la logique de ses créanciers. Les frontières ont été tracées en fonction des dettes, les monarchies restaurées en fonction des garanties. Le Congrès de Vienne, en 1815, n'est pas une négociation politique. C'est une réunion de créanciers. Et cette réunion décide de tout. Qui gouverne? Où? Avec quel régime? Sous quelle surveillance? L'Autriche récupère le nord de l'Italie, pas par légitimité, parce qu'elle doit rembourser Hope, Co. La Prusse annexe la Rhénanie, pas par conquête, parce qu'elle garantit les prêts britanniques. Chaque frontière est une ligne comptable. Aujourd'hui, on appelle ça autrement. Dette souveraine, conditionnalité du FMI, plan d'ajustement structurel. Mais c'est la même chose. Des pays entiers sont gouvernés par leurs créanciers. Leurs politiques économiques sont dictées depuis des tours de verre à New York, Londres, Francfort. Vous pensez que vos dirigeants décident? Regardez qui finance leur campagne. Qui structure leurs dettes publiques? Qui leur prête quand les caisses sont vides? Ce ne sont pas des électeurs. Ce sont des institutions financières. Et ces institutions n'ont pas de nationalité. Exactement comme en 1800. Napoléon a cru être un conquérant. Il était un débiteur. Il a cru étendre l'influence française. Il étendait un système financier. Il a cru faire l'histoire. Il exécutait un contrat. Et c'est ça, l'héritage réel de Napoléon. Pas le code civil, pas les victoires militaires, pas la gloire de l'Empire, mais la démonstration qu'un État moderne, même puissant, même victorieux, peut être entièrement contrôlé par ceux qui le financent.
Cette leçon, les puissances contemporaines l'ont parfaitement comprise. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne fait plus la guerre pour conquérir. On fait la guerre pour endetter. On détruit des infrastructures pour ensuite prêter l'argent de la reconstruction. On déstabilise des gouvernements pour ensuite financer leur remplacement. Le schéma est identique. Et il fonctionne toujours. Parce que personne ne regarde qui finance vraiment. On regarde les drapeaux, les uniformes, les discours. Mais jamais les flux bancaires. Jamais les contrats confidentiels. Jamais les garanties collatérales. C'est là que se joue le vrai pouvoir. Napoléon l'a appris trop tard. En 1815, exilé, ruiné, abandonné par ceux qui l'avaient porté au pouvoir. Parce qu'il n'était plus rentable. Parce que son cycle d'endettement était terminé. Parce qu'un nouveau débiteur était déjà en place. L'histoire ne se répète pas. Mais ces mécanismes, eux, ne changent jamais. Alors la prochaine fois qu'on vous parle d'une intervention militaire, d'une coalition internationale, d'un changement de régime nécessaire, posez-vous une seule question. Qui finance? Et pourquoi maintenant? Parce que la réponse à cette question vous dira tout. Pas ce qu'on vous raconte à la télévision, pas ce qu'on vous enseigne à l'école, mais ce qui se passe vraiment. Et souvent, la vérité est beaucoup moins glorieuse. Napoléon n'a pas conquis l'Europe. Il l'a mise en faillite. Et ses créanciers ont récupéré les actifs. Si cette vidéo vous a fait voir Napoléon autrement, laissez un j'aime. Dites en commentaire ce que cette révélation vous inspire. Abonnez-vous, car ce qui arrive remettra encore plus de certitude en question.